Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Avec de l'encre que j'ai écrit, c'est avec ma voix de tambour assiégée par des chutes de pierre. Je n'appartiens pas au temps des grammairiens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Aime-moi comme une maison qui brûle. Lorsque l'herbe poussera au-dessus de ma tombe, que ce soit là le signal pour qu'on m'oublie tout à fait. La nature jamais ne se souvient, et c'est par là qu'elle est belle. Et si l'on éprouve le besoin maladif d'interpréter l'herbe verte sur ma tombe, qu'on dise que je continue à verdoyer et à être naturel. Excès du poème. La chambre à coucher était en mouvements incessants, par saccades renouvelées, en commençant par la marche verte et bancale des lézards minuscules qui nous arrivent innocemment, bêtement des vérandas tièdes, telle une fatalité. Dans cette chambre, nous mettons nos souvenirs à côté des cafards qui vont, viennent, bestiaires familiers de l'écriture et des fins de mois frigides, difficiles. Ce jour-là, Port-au-Prince s'habilla, de ballons de chaud. En temps et lieu, de temps en temps, des objets familiers sortaient du futur crématoire. En ce temps-là, j'étais l'orage de la folie. Recousant la pluie, il y avait partout absence d'élan vers le passé et déchirure de calendrier. Mal coché, mal arraché. Un surplus de pluie indolore dans le trébâillement de juin. J'avais l'orage au cœur. J'avais la rage d'écrire en accéléré. À l'écoute du barrement de nos corps aimants d'amants sous le séisme de mes droits, ton corps a bougé. Oh, combien de temps par effraction du temps, à le brouter, à le manger humide comme du gingembre arrogant. J'ai un incurable vice de toi. Fais de moi une voiture piégée qui menace de sauter à tout moment. Fais-le-moi. Georges Castrat. Chose de mer sur blessure d'encre. Quelquefois, je redeviens mortel, mon amour, accessible, cherchant dans la rue le champ libre de tes yeux pour rattraper le soleil au pas de course, empaqueter tes mains, faire un grand trou dans les mots et te parler avec des phrases mal parties, des phrases qui ratent le train, qui traînent une bouée de douleur aussi lourde qu'une tête coupée qui rit dans la rosée. Écris-moi. Raconte-moi ta vie. Mais comment raconter? Les mots sont fous qui viennent par avalanche d'une ville habitée par des montres arrêtées sur la face des maisons ou des passants. Ah, mais comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre? Témoin oculaire d'un temps qui n'est pas à son dernier repas de cannibale. Georges Castrat. Élément d'un dossier. Aujourd'hui, pêle-mêle, vulnérable vulve d'encre, giclée. Mur prisonnier du mur. Brutal mur qui troue la vie. Mur dur entier dans la dureté.
mur qui entre à coups de talons dans l'indicible. Les maisons ont perdu leur bouquet de rues. 4 murs. C'est déjà un labyrinthe. La tragédie. Le pain qui s'enveloppe de mouches, puis d'autres murs s'accouplant au milieu de cris. La solitude est un chemin de pierre. La lune muette, dans sa traîne démente. Les rues se démusclent barrées et retournent leur paysage contre nous, démunis. Les rues en avance sur la foule, les rues dans le défollement des corps minutés, devant les pelotons, murs durs, murs de la quotidienneté, des murs pour protéger l'idéalisme de basse-cour, encore des murs, des pelures de murs. Dans la nuit encerclée, l'horizon sans rame nous ramène un soleil mort. Vous, qui dormez avec la nuit dans votre poche, le soleil est devant vous, peine capitale. Vous ne saurez pas la violence de ses yeux dans ma vie. J'ai gardé dans ma folie dissidence d'oiseau pour les jours qui ouvrent au jour, la seule issue poussiéreuse du temps. L'horizon a piétiné nos bornes délirantes. Il y a des jours de désespoir où la mer remue ses cendres dans le cœur des papillons. Il y a des jours de rage où il te faudra revenir au poème « Ta seule part d'absolu ». Georges Castran. Le poème « Ta seule part d'absolu ». Mesdames et messieurs, délivrez-vous à 4 ans. 4 ans que l'aventure dure. Et aujourd'hui, c'est l'émission spéciale, l'émission qui nous permet d'être dans un fleuve de livres, l'émission qui nous permet d'être dans un univers de livres suspendus. C'est exactement le projet Délivrez-vous. Vous proposez de la lecture, vous proposez toutes sortes de littérature, vous proposez de la culture, la possibilité d'être en amour avec l'intellection. Je vous remercie de nous avoir accompagnés pendant ces 4 années. Nous allons vous présenter 5 invités qui sont des lecteurs, qui sont des écrivains, qui sont des amoureux du mot, des amoureux de la pensée complexe, comme aurait dit Edgar Morin. Je vous laisse respirer. On a la boisson des dieux sur le plateau. Dionysos est avec nous. La lecture est dans nos cœurs. Respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Voilà, nous sommes sur ce plateau, vous pouvez le constater, ce plateau qui a définitivement explosé. Et là, pour le coup, c'est explosé au sens littéral du mot. Nous sommes dans la réalité la plus objective, la plus concrète de l'explosion. Je reçois sur mon plateau des invités qui ont voulu prendre part à autant de folie. Il faut être fou pour aimer lire autant. Il faut être fou pour mettre le livre dans un décor aussi atypique. Je reçois à la Boche, qui est philosophe de formation, qui est professeur de lettres, professeur de philosophie que vous avez déjà vu sur le plateau Délivrez-vous. Je reçois Camille Robitaille. Camille Robitaille qui est lectrice, qui est agent littéraire et qui aime partager sa passion du livre partout où elle est. Je reçois Inema Jeudi. Inema Jeudi, poète de haute carrure, poète de forte magnitude, journaliste culturel de son état également, qui est sur ce plateau. Je reçois mon ami Fredo. Fredo qui est philosophe. Et excusez du peu, il a doublé le fait philosophique du fait mystique. Fredo est un philosophe ougan. Il est sur le plateau Délivrez-vous. Ça doit porter bonheur. Je reçois Carl-Henri Pierre. Vous avez en mémoire ce garçon qui est venu sur ce plateau avec une mallette de livres. Ça s'appelle l'éloge de la folie, l'éloge de la normalité. Carl-Henri Pierre,
qui est chroniqueur littéraire, qui est journaliste et qui fait des études en lettres et qui fait des études également à l'IRA. Je vous dis bienvenue sur ce plateau. Si cette émission est chez vous, c'est parce que l'équipe technique de la télévision est mobilisée, l'équipe est motivée. Alphonse réalise, Émilie fait le maquillage, Mano nous filme, Fekier nous a aidés dans le décor et participe à toute la mise en place technique et tout ce qui est lié à la logistique. Spencer, il nous donne les photos assistées de Kevin. Guito est un maniaque de la caméra. Gamin est un fou furieux des bonnes prises de vue. Greg Bull, avec sa barbe, il nous donne du son à profusion. C'est une grosse équipe qui ne rentre pas assez dans ma mémoire certaines fois. Écoutez, ouvrons les vannes de l'émission. Monsieur Laboche, vous allez plaider coupable en premier. Délivrez-vous à 4 ans. Vous voici sur le plateau d'une émission consacrée aux livres. Et qu'est-ce qu'un livre dans votre vie? Le vouvoiement, c'est pour te taquiner. Hein. Ah oui, je comprends. Bon, d'abord, je voudrais vous féliciter d'avoir pu tenir 4 ans et avec une émission sur le livre, surtout dans un pays comme Haïti, où le livre, très malheureusement, est mal vu. Donc, c'est quelque chose qui se fait. C'est justement ce qu'on est en train de faire. Ouais. Je peux répondre à votre question en une phrase. Le livre, c'est ma vie, quoi. J'ai jamais imaginé ma vie sans les livres. Sans les livres. C'est une dimension de moi-même. J'aime dire, surtout pour taquiner ma femme, il y a 2 choses qui sont constitutives de moi-même, c'est le café et puis le livre. J'imagine sa tête au moment d'entendre ça. Je vais passer de l'extrême droite à l'extrême gauche. Canary Pierre, et vous m'avez l'air très jeune. J'adore vous taquiner par le vouvoiement. Vous m'avez l'air très jeune, monsieur. Il y a tellement de choses qui me paraissent plus faciles à faire dans la vie, qui me paraissent peut-être plus tranquilles et moins exigeantes. Pourquoi vous lisez, monsieur Pierre? Bon, je ne dirais pas comme Laboche, que le livre c'est ma vie. Et ça me fait penser à Descartes, qui a dit après avoir étudié dans les universités, après avoir étudié, analysé le grand ouvrage incommensurable du quotidien, il a eu l'idée d'étudier en lui-même, comme c'était un livre, etc. En fait, je dirais que le livre, c'est 2 choses. 2 choses qui se contredisent apparemment, et pourtant entre elles, il y a une complémentarité. Le livre, c'est à la fois le manque et la jouissance. Je lis parce qu'on est en manque d'humanité, et on n'est pas suffi à nous-mêmes. On voudrait connaître d'autres vies, expérimenter d'autres vies. Et on lit aussi parce qu'on est de la jouissance, et la jouissance du texte, la jouissance et du vivre, en fait. Voilà. Je lis parce que je suis à la fois dans une quête de ce que je n'ai pas et de ce que j'ai. C'est les 2 en même temps. Fredo, voici donc l'idée d'une quête qui paraît fort paradoxale. Nous sommes dans une figure très oxymorique. Fredo, tu es philosophe. Après ton baccalauréat, tu aurais pu faire les études qui sont très, si tu veux, respectées en Haïti. Tu aurais pu faire ingénieur, tu aurais pu faire médecin. Mais je salue tous les ingénieurs, tous les médecins qui regardent Délivrez-vous. Ce n'est pas des métiers que nous condamnons. Mais ces métiers-là ont presque une longueur d'avance dans la sociologie haïtienne. C'est bien, tu es ingénieur, tu es avocat. Toi, tu as voulu être philosophe. Et j'aimerais te demander, Fredo, toi qui nous viens de l'Artibonite, qu'est-ce que tes parents t'ont dit? C'est quoi le livre dans la vie d'un jeune garçon de 18 ans, 19 ans, 20 ans que tu avais à l'époque pour que tu décides de faire philosophie? En fait, je ne fais pas la philosophie, je suis la philosophie. Ça commence bien. Puisque toute ma vie, c'est une philosophie. Ma vie, c'est une action en extension. Donc, je vis ma vie, et c'est comme un déroulement, un déploiement dans le réel. Donc, du coup, je ne suis pas quelqu'un qui regarde la nature, qui regarde les autres. Je suis dans mon propre monde où, à partir duquel je regarde l'horizon
et les autres avec. Et le livre, c'est comme... Le livre est arrivé dans ma vie comme une sorte de rencontre. Il me cherchait et je le cherchais et on s'est rencontrés. Ouais. Et c'était une rencontre, j'imagine, très, très fusionnelle. Inema Jeudi, toi, tu es écrivain, tu es poète, tu écris dans les deux langues, tu écris en créole et tu écris en français. Et tu parles d'autres langues, tu parles anglais, tu parles espagnol, tu travailles comme journaliste culturel. Et ma question pour toi serait, est-ce que tu as une mémoire de toi tombant amoureux d'un premier livre? En hommage à l'émission Délivrez-vous, âgé de 4 ans, je dis Aya Bombay dans la langue des Taïnos. Merci mon frère. Du coup, je souhaite à l'émission de très bonnes jambes car la route est longue. Le livre dans ma vie, on s'est croisés il y a de cela, environ 10 ans. Je crois que j'étais en seconde, non, troisième. Les livres d'avant ne m'étaient pas... En fait, ne me choquait pas autant que ce livre. C'est un texte de mon cousin qui n'en est pas un aujourd'hui pour moi, parlant de livre sérieux. Parce que justement, c'est un cousin qui écrivait ce texte. Puis je me disais, écoute, il a osé lui. Hey, je peux faire la même chose. Donc j'ai commencé à écrire, à lire, pour devenir écrivain, dans ma tête. En philo, j'ai été représenter le lycée Toussaint Louverture à un concours de la médiathèque de l'Institut français d'Haïti où j'ai croisé James Pubien, James Toile était l'animateur. J'ai croisé Jean-François Toussaint et Franz Jean-Baptiste, Arisma Jean-Antoine, que je salue d'ailleurs, qui assurément regarde cette émission. Et bien du coup, c'est à partir de ce livre-là que j'ai commencé justement par me dire que, puisqu'il a osé, mon cousin Ernst Jeudi, que je remercie, c'est là que tout a commencé. Et l'idée de devenir écrivain m'était venue au moment où je disais un texte de lui à un petit programme de quartier à Cité-Soleil, où j'habitais. Et je salue du coup les gens de Cité-Soleil qui écoutent, qui regardent cette émission. Voilà. Salut aussi, et puis, c'est à partir de là, donc il y avait plein de bravos, plein de gens qui me demandaient hey, c'est de toi? Puis je me suis dit, waouh, je ne peux pas mentir. Comment dire que c'est de moi lorsque c'est de mon cousin? Puis du coup, j'ai donné la vérité. Tu as dit que c'est ton cousin? C'est mon cousin qui a écrit ce texte. Ce livre, c'est Le bleu de la vie. Ernst Jeudi, je ne sais pas de quel côté tu es sur cette terre. Pour l'instant, il se peut qu'il soit au Canada ou aux États-Unis, je ne sais pas pour l'instant, parce que justement, on est un petit peu séparés. Ça fait quelque temps, pour des raisons de temps, pour des raisons justement voilà, la vie nous brasse tellement. C'est lui qui t'a mis sur la route du livre. Mais c'est aussi, voilà. C'est une perspective fort intéressante, Camille Robitaille. C'est la perspective d'Inema. C'est, ah ouais, je vais me mettre à lire en vue de produire, d'engendrer du texte, moi également. Toi qui travailles dans le secteur du livre depuis maintenant quelques années, et pour toi, c'est un travail aussi. Toi, tu es dans l'édition, tu corriges tes écrivains, tu les programmes, tu organises leur vie d'artiste. Qu'est-ce que la lecture, quand tu t'enlèves ce chapeau d'agent littéraire? Qu'est-ce que le livre dans ta vie, quand tu es sans ce chapeau? Je ne peux pas vraiment les dissocier l'un de l'autre parce que pour moi, agent littéraire, c'est le plus beau métier du monde, tout comme la lecture, c'est le plus beau métier du monde. Être lecteur, c'est
une manière de, je dirais, laisser place au hasard, arriver dans notre vie. J'aime beaucoup cette idée de ne jamais savoir le matin qu'est-ce qui va arriver dans la vie. Et pour moi, la lecture, le métier que je fais, c'est toujours une question de possibilité parce que je suis avec des créateurs. Je suis avec des gens qui se laissent, émerger au monde, apparaître et me proposer quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé. Alors pour moi, c'est ça, c'est comme une bibliothèque. C'est à la fois l'ordre, c'est le chaos, comme disait Alberto Manguel. Eh bien moi, je dirais plutôt que c'est une question de rencontre et de hasard. On peut nous proposer soudainement aujourd'hui de voyager en Chine parce qu'il y a des Chinois qui s'intéressent à la littérature de Jacques-Stéphane Alexis, qui veulent le traduire et soudainement se l'approprier. Eh bien, à travers ce métier, je vais être obligée de relire ce livre et de voyager avec lui et de l'accompagner en Chine et de le présenter aux Chinois. Je trouve que c'est magnifique. C'est exactement magnifique. Je me tourne vers Fredo et merci Camille pour ce décor qui est planté. Je vous rappelle que nous sommes sur le plateau Délivrez-vous. Nous fêtons les 4 ans de l'émission, 4 ans que l'aventure perdure et nous venons de signer un contrat pour 4 prochaines années. Donc du livre, vous en aurez pendant longtemps encore sur vos écrans. Fredo, et dans toutes les idées qui ont été mises jusque-là, j'ai une idée de question pour toi. Tu sais, le livre, c'est une parole posée, une parole positive dans ce sens-là, dans le sens où elle est posée comme parole, elle est imprimée, elle est éditée. Ce que nous faisons là maintenant, parler, c'est aussi une parole qui est émise. Qu'est-ce qui fait la plus-value de la parole du livre par rapport à la parole du sens commun? Pourquoi est-ce important de lire si on peut seulement discuter avec les gens? C'est quand tu lis un auteur, tu rentres en conversation. Tu apprends ce qu'il dit. Il dit, tu m'as grandi de ton amour, moi qui ne suis qu'un homme parmi les autres, flottant dans l'ordinaire, courant, agité au gré de la changeante faveur du monde. Pourquoi lire ça alors que je peux rencontrer la personne directement? C'est l'opportunité qu'on a d'être seul avec quelqu'un qui est absent. Puisqu'il ne va pas nous emmerder, nous embêter. Ce qu'il a dit est posé, transcrit. Point barre. Donc, on est dans notre solitude. C'est une forme de communication avec soi et avec l'autre en son absence qui nous dit, attention, corrigez-moi en m'écrivant, puisque je ne suis pas là. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais il n'est pas là quand le lecteur, il n'est pas à côté de nous. En même temps, est-ce que quelque part, chaque écrivain n'est pas un dictateur de l'autorité, un dictateur de l'image, dans le sens où sa parole, une fois qu'elle est imprimée, elle fait figure d'autorité. On a confiance dans le livre. On pense que cette parole-là, à la limite, on ne peut même pas la contester. Est-ce que chaque écrivain n'est pas un dictateur du sens? Bon, en fait, je ne dirais pas chaque écrivain, parce que nous sommes tous des dictateurs du sens. Et en fait, ça me fait penser à Michel Foucault, dans La Curiosité du savoir, comme quoi, et parler, les gens font quelque chose quand ils parlent. Et une fois qu'on est en conversation, et la parole est dite, elle existe, elle fonctionne et elle a des effets. Comme quoi, autant que la parole écrite, la parole parlée existe et ça a des effets. Donc, tout ce qu'on dit, en fait, les gens produisent du sens au quotidien. Mais la différence, c'est qu'avec les écrivains, c'est que quand il produit un texte, on a l'impression que l'écrivain, c'est une subjectivité en soi, alors que l'écrivain, c'est tout le monde en même temps. Il prend en tout cas, des fragments de la vie de tous et donne l'impression que ces fragments, en tout cas, lui appartiennent.
C'est ça le côté entre paradoxal de la Ouais, chose. ça me fait penser à une formule que nous connaissons bien, toi et moi. L'écrivain serait un prédateur généreux, dans le sens où l'écrivain, il te prend des choses, il te prend ta part de vie, il te prend ton histoire, il te prend ton énergie, il te prend tes émotions, il en fait du texte. Mais il te rend tout ça, il te donne un texte. Inema, je dis, toi qui fais... Vas-y. Mais il y a autre chose. C'est que le livre, c'est la chose la plus paradoxale au monde. Le livre, quand tu le lis, et parfois il t'impose à toi, mais le livre peut te dire, ne me prends pas au sérieux. Il peut te le dire lui-même. Ouais. il peut te dire, prends-moi au sérieux. Il peut te dire le contraire. Donc, il est à la fois un dictateur, mais il est à la fois très, très généreux, je dirais même communiste. Ouais, mais je voudrais faire réagir Camille par rapport à ça. Quand le livre peut dire à son lecteur, ne me prends pas au sérieux, n'est-ce pas une fausse modestie? Bon, ça dépend qui écrit, parce qu'il y a autant de livres qu'il y a d'êtres humains sur cette terre. Il y a autant de façons d'approcher le livre. Quand Montaigne dit en préface de ses essais, je vous en prie, ne me lisez pas. Ne me lisez pas et tout ce que vous allez lire, je ne suis pas responsable de votre lecture. Il se dégage un peu de la possibilité qu'on puisse s'ennuyer, alors que c'est tout ce qui communique au lecteur l'envie d'aller de l'avant et de dire, bon, s'il m'a prévenu, c'est moi qui m'y plonge, c'est ma faute à moi. Ouais. Et ça, c'est pour Inema surtout. Inema, par rapport à cette logique de Montaigne, qui fait donc presque une mise en garde au début, est-ce qu'un écrivain est un être qui a peur? Est-ce que chaque phrase, chaque ligne est pour lui une source d'angoisse, dans le sens où il est empêtré dans une théorie de la réception? Il se dit, qu'est-ce que les gens vont saisir par rapport à mon idéation, par rapport à mon vouloir dire? En fait, je me rappelle avoir eu un entretien avec ma mère. Ça fait longtemps. J'étais sur le point de rentrer à Port-au-Prince puisque je suis paysan. Et donc j'avais des jardins encerclés pour mes parents, justement. Et donc avant de venir à l'école, j'étais un petit paysan. Je dis petit pour m'embêter moi-même, mais il y avait des gens justement qui venaient encercler les jardins de mon papa et que mon papa payait, on pourrait justement appeler ça aujourd'hui ici à Port-au-Prince un bourgeois, parce que justement on n'avait pas de voiture, mais on avait des chevaux. Il y avait des bœufs, voilà, des veaux. Justement, les gens se nourrissaient de ce qu'avaient mes parents. Donc, du coup, je me dis, arrivant à Port-au-Prince, je vais rester dans la question. Juste. C'est pour revenir à la question de la peur. La peur. C'est pour te dire, est-ce que chaque écrivain a peur de ce qu'il écrit? En venant à Port-au-Prince, ma maman m'a dit, tu sais, tu vas arriver à Port-au-Prince, il faut prendre des précautions. Je te conseille la prudence par rapport aux gens qui te propose la peur comme moyen existentiel. Voilà, considère la peur comme ton ennemi. C'est le seul ennemi que toi, tu dois avoir. Mais cette phrase est très littéraire. Considère la peur comme ton seul ennemi. C'est ce que m'avait dit ma mère. Littérature là-dedans. Hein. Oui. Et puis du coup, je suis en train, depuis lors, depuis mon entrée à Port-au-Prince, je suis en train de chercher mon ennemi. Un ennemi, je ne l'ai jamais trouvé, et Dieu merci. 27 750 km² d'amitié. C'est quelque chose. Laboche, tu enseignes la littérature, tu enseignes la philosophie au sein de très bonnes écoles ici à Port-au-Prince. Est-ce que des fois, quand tu rentres en salle de classe pour aller parler d'écrivains, pour aller parler de livres, est-ce que tu n'as pas peur de rater ton coup? Dans le sens où tu te dis, est-ce que la passion du mot que j'ai, est-ce que la manière dont les livres m'ont convaincu, est-ce que ces enfants-là vont pouvoir être convaincus également? Bon, heureusement, c'est une passion que l'on peut transmettre, heureusement. Donc il faut être, comme vous venez de dire, dans la passion de la chose. Je pense que la question même de la transmission suppose la question de la passion.
quand vous transmettez quelque chose avec beaucoup de passion, je pense que vous allez affecter, entre guillemets, les autres, dans le bon sens. Dans le bon sens. Ouais. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la question que vous aviez posée. Est-ce que le livre fait peur? Mais tu peux revenir au-dessus, hein. Tu peux revenir au tutoiement. Vas-y, je te taquine. C'était pour te taquiner au début. Non, mais on est à la télé. Après, on est relax, on fait la fête. Vas-y. Moi, je pense que pour parler un langage un peu technique, ça renvoie à la notion de genre littéraire. Si quelqu'un écrit un essai, il ne va pas vous dire de ne pas le prendre au sérieux. Donc, un essai, ça se discute, n'est-ce pas? Quand on écrit un essai, on émet des opinions sur la politique, sur une discipline de la connaissance, etc. Moi, je pense que ce qui fait peur, c'est surtout la fiction. Et les romans, par exemple, les nouvelles, romans, etc. J'aime beaucoup cette idée de Daniel Laferrière qui dit que le livre nous fait peur parce que ça nous impose le silence. Quand le livre parle, nous sommes obligés de nous taire. Ouais. Et ça nous rappelle aussi notre condition de mortel parce que le mort, il ne parle pas. Donc quand vous lisez, vous vous rappelez que vous êtes mortel.